Salut mes chers chefs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes manager, chef d'équipe, chef d'entreprise, chef de votre vie, ou que vous avez envie de l'être prochainement. Être chef, ce n'est pas juste manager une équipe, c'est plutôt une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'avoir de l'impact sur le monde, à commencer par son propre monde. Être chef, c'est aussi avoir conscience de son rôle et de ses responsabilités, c'est avoir envie de s'occuper des gens, d'une équipe. C'est aussi être garant et garante de l'harmonie des relations au travail et d'accompagner nos collaborateurs et nos collaboratrices dans leur évolution. Ici, dans ce podcast, on explore ensemble le rôle de chef, toutes ses facettes, ses difficultés, l'état d'esprit aussi qu'il faut avoir pour l'être, les pratiques de management et l'impact que ce rôle a plus largement sur nous. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis chef d'entreprise, productrice de podcasts RH et RSE et coach en management. Mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2021, j'étais consultante en management, puis responsable RH dans une entité d'environ 1000 personnes et je menais des opérations RH en manageant une équipe de 15 collaborateurs. C'est avec ces différentes casquettes que j'ai appris que la pièce maîtresse de toute organisation, c'est le manager. S'il est bon, c'est génial, s'il n'est pas bon, ça fait de gros dégâts. Donc en 2020, je me suis engagée dans l'aventure du podcast pour donner la parole à des chefs inspirants et inspirantes et pour vous partager mes bonnes pratiques afin de vous accompagner au mieux dans votre rôle. 3 ans plus tard, Chef, c'est un podcast de plus de 60 épisodes. C'est aussi un studio de production de podcasts pour entreprises. Ce sont des accompagnements individuels et collectifs sur des sujets de management et ce sont des formats qui fédèrent des chefs de tous les horizons à travers des groupes d'entraide, des dîners et des escapades entre chefs. Bref, ici, on parle, vous l'aurez compris, de management, de leadership, d'impact positif, de futur du travail, de santé mentale et physique et de développement personnel. J'espère sincèrement que chaque épisode vous fera grandir dans votre rôle et vous donnera des clés pour être plus aligné et avoir un impact positif sur votre environnement professionnel. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à laisser un commentaire sympa. Bonne écoute! Salut Sabrina. Salut Sophie. Bienvenue sur Chef. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation pour clore ensemble la 3e saison du podcast qui avait pour thème « Comment avoir un impact positif sur le monde ». C'est une saison qui a été particulièrement intense, importante pour moi. J'ai interviewé 19 chefs, dirigeants et dirigeantes dont tu fais partie. Donc merci beaucoup d'avoir participé à cette aventure. C'est une saison qui a duré 2 ans, qui a été longue. Je pensais pas du tout que ça durait aussi longtemps quand je me suis lancée dans cette aventure. Et j'ai appris vraiment beaucoup de choses et j'ai retenu beaucoup de choses de cette saison. J'ai retenu tellement de choses que j'ai cherché à en faire une synthèse. Donc j'ai synthétisé mes apprentissages en 4 points comme j'aime bien le faire. Mais je sentais que c'était pas assez. Je sentais qu'il y avait des nuances peut-être qui manquaient. Et puis surtout, j'avais envie de challenger ces apprentissages avec quelqu'un, avec un ou une dirigeante qui a un impact sur le monde. Et donc, j'ai pensé à toi parce que tu as sûrement été une de mes plus belles rencontres, tant professionnelles que personnelles, dans cette saison. Donc voilà, merci pour ça. Bah, merci beaucoup, je suis très touchée. Et ravie d'être là pour discuter avec toi. En ultra-synthèse, j'ai fait un épisode dédié sur le sujet, mais j'ai retenu 4 points. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de chefs qui cherchent à avoir un impact positif sur le monde à travers leur entreprise et à travers leur action individuelle. Deuxièmement, c'est qu'il est possible d'avoir un impact positif de plein de manières différentes, et pas uniquement un impact positif que sur la justice sociale ou l'écologie, qui est parfois les thèmes clés qu'on a en tête quand on parle d'impact positif. Troisième idée, c'est que tous les leaders que j'ai interviewés, tous les chefs que j'ai interviewés ont une démarche commune quand ils cherchent à avoir un impact positif. Ils se fixent une mission, ils auditent, ils voient les résultats, ils adoptent une stratégie des petits pas, ils forment un collectif autour d'eux et puis ils agissent sur le temps long. Et quatrième idée, c'est qu'être chef à impact positif, c'est un état d'esprit qui se cultive, c'est beaucoup de travail sur soi, c'est de la pédagogie, c'est aussi un impact dans la vraie vie et pas qu'un impact sur le digital, sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. Voilà, en ultra synthèse, c'est ce que je retiens de cette saison. Mais je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce qu'il y a des apprentissages qui te parlent plus particulièrement ou est-ce qu'il y a des choses, selon toi, qui manquent ou avec lesquelles tu n'es pas forcément d'accord ? Non, tout ce que tu dis, je le constate dans mon quotidien et dans ce que je peux aussi observer autour de moi. Ce que j'ajouterais à ce que tu as dit, c'est que ça part du chef de l'entreprise, mais en fait, ça devient une culture d'entreprise. Donc, les collaborateurs qui nous rejoignent, en fait, nous rejoignent pour la même chose. Donc, ils sont aussi hyper engagés, hyper motivés.
Et ils viennent pour ça, en tout cas. Enfin, quand on a des projets impact, les gens, ils viennent pour ces raisons-là. Ils restent pour ces raisons-là. Et parfois, ils partent pour ces raisons-là aussi. Parce que ça aussi, ça a ses côtés positifs et on va dire le revers de la médaille est parfois douloureux parce que tu l'as aussi mentionné, c'est des projets qui sont énergivores. C'est des projets qui sont dans nos tripes, qui du coup demandent beaucoup d'engagement physique, intellectuel, personnel, financier. C'est du temps long. Tu l'as aussi dit, voilà, d'accepter le temps long, d'accepter les petits pas. Et puis, ça reste quand même des sujets où il faut se battre, parce qu'on est quand même, le chantier est colossal. Tu parlais de sujets sociaux ou environnementaux. On est loin d'être là où on devrait être. Le combat, il est quand même rude et donc il use. Donc ça, il faut faire attention à ça. Des victoires, justement, les petits pas, ça permet de partager avec tes équipes et de partager des petites victoires, des projets, de voir que ça avance et de voir qu'il se passe des choses chouettes et d'accepter ce temps long. Par rapport à ce que tu dis, ça me rappelle 2 interviews assez marquantes. La première avec Loïc Renard, qui est à la tête d'un groupe hôtelier qui s'appelle les Aubergistes Lyonnais. Et la deuxième interview avec Maud Sarda, qui a créé le label Emmaüs. Ouais. Et elle me disait très clairement, les gens ne viennent pas travailler à label Emmaüs pour l'argent. Ils viennent pour la mission, ils viennent pour les valeurs, ils viennent aussi pour la congruence. C'est-à-dire que tout est aligné dans toutes les strates, toutes les sphères de l'entreprise, que ça soit la forme de l'entreprise, que ça soit le choix de l'assureur, du banquier, le choix de... Voilà, enfin, tous les choix qu'ils ont. Et donc, partent aussi un moment, si c'est plus complètement aligné avec leurs valeurs ou s'ils sont usés par un peu ce militantisme quand même. Oui. Et donc, Maud Sarda, elle me disait ça. Et Loïc Renard, lui, disait ce qui est super important dans tout projet, mais je pense encore plus dans des projets engagés, c'est la règle des 2 pieds. Chacun est libre de prendre ses 2 pieds et de partir. Et que ça soit une règle de l'entreprise qui est de dire tu ne restes pas dans le projet si t'es plus aligné, si c'est trop usant, si c'est que sais-je, t'es un adulte, t'es libre de prendre tes 2 pieds et de partir, et c'est ok. Et c'est ok de tous les côtés. Il y a un autre aspect, c'est l'exigence. Et c'est le niveau d'exigence. Pour arriver à mener ces projets-là, parfois, tu l'as dit, il faut de l'audace parce qu'il y a des projets qui se montent. Ça s'était jamais fait, on l'avait jamais fait comme ça. C'est de nouvelles manières de faire, ça dérange, ça casse le confort de chacun, soit dans les manières de travailler, de vivre, de consommer, etc. Donc c'est différent, donc c'est inconfortable. Donc ça demande de l'exigence en termes de pédagogie. Et ça demande de l'exigence aussi dans la mise en œuvre pour comment est-ce qu'on arrive à notre objectif. Et en fait, ça demande de l'exigence aussi parce qu'à partir du moment où on a des projets engagés, on nous attend au tournant. Et dans le monde dans lequel on vit, les gens sont pas tendres. Et à partir du moment où vous vous affichez comme un projet engagé, que ce soit au niveau des collaborateurs ou des consommateurs ou de vos clients ou de vos partenaires, enfin tous les membres de votre écosystème, en fait, il faut que vous soyez alignés de A à Z. Et ça demande une exigence incroyable parce que en fait, personne n'est parfait. Donc on fait tous de notre mieux, mais pour autant, il y a une exigence qui est attendue en termes de résultats, en termes d'impact, en termes de transparence, ce qui du coup est peut-être quelque chose d'un peu compliqué, parce que c'est compliqué à mettre en œuvre, ça demande beaucoup de travail, ça demande de ne pas lâcher, donc une persévérance très forte, ça demande aussi beaucoup d'engagement de la part des collaborateurs, des fois on va dans des détails pour rester aligné. Ce serait plus simple de faire pas comme ça, comme ce serait plus simple de pas aller à l'autre bout de l'Europe en train, prendre un avion. Mais voilà, c'est quand on veut rester aligné, comment est-ce qu'on va jusqu'au bout? Donc ça demande plus de travail, c'est plus compliqué, mais on reste aligné, c'est ce qui fait que les collaborateurs y restent, c'est ce qui fait que nous on reste alignés avec nous-mêmes, donc on continue d'être engagés et d'être à fond, et puis aussi pour les parties prenantes extérieures. Le côté positif de cette exigence, c'est que du coup, ça nous oblige, ça nous contraint à avoir des projets structurés. Tu parlais de la démarche, c'est qu'en fait, on est obligé d'avoir une démarche structurée. Parce que si t'as pas une démarche structurée avec une raison d'être bien claire, partagée avec les collaborateurs, au moment où il va falloir acheter, je dis n'importe quoi, le café, ils vont aller acheter des cafés en dosette. Non, parce qu'en fait, on veut pas de dosette, parce qu'on fait attention à nos déchets, et qu'en fait, on a des indicateurs là-dessus. Et donc, en fait, cette exigence nous met un cadre qui nous permet d'atteindre et de continuer à avancer et à avoir ce niveau d'exigence qui, je trouve, en tout cas, aujourd'hui, est importante parce que la nature humaine, on a beau être engagé et être à fond et vouloir faire du mieux, parfois la nature humaine peut vite revenir au galop et puis on peut avoir un peu
envie d'aller au plus simple ou au plus rapide, surtout dans un monde où tout va très vite. Ouais, je trouve qu'on est dans un monde de plus en plus complexe où effectivement pour détricoter les sujets et pour trouver des solutions, il faut de l'exigence, il faut de l'exigence intellectuelle, il faut de l'exigence d'action, il faut pas uniquement de la pertinence ou de l'expertise, mais il faut tirer des fils, il faut prendre en compte plus de parties prenantes, etc. Et ça peut être décourageant, on peut avoir envie d'aller à la facilité, comme tu le disais. Et en même temps, moi, ce que j'ai aussi voulu montrer avec cette saison 3, c'est que ça commence par des petits pas. C'est que le niveau d'exigence, on n'a pas besoin tout de suite d'avoir un projet hyper ficelé, parfait du premier coup, etc. Et juste avant, on en parlait quand on a déjeuné ensemble pour préparer cet épisode. Et je te disais, il y a une phrase que je retiens de Florian Roger, qui est à la tête d'un groupe d'EHPAD indépendants. Donc c'était important pour moi d'aller chercher quelqu'un dans le care, parce que et encore plus dans les EHPAD, au moment des fossoyeurs et tout ce qui est sorti sur les EHPAD. Lui, il a vraiment une démarche assez exceptionnelle, je trouve, pour un patron d'EHPAD. Il a une démarche sur le temps long, et il me disait, moi, tout commence par la tomate. Tout commence par la tomate que je sers à mes résidents. Parce que ma mission de vie, c'est d'accompagner la fin de vie des résidents. Et sauf que pour accompagner la fin de vie, ça commence par ce qu'on met dans notre corps, donc ce que je vais proposer à des gens dépendants de manger. Et tout commence par la tomate que je mets dans leur assiette. Et donc, je trouve que ça, c'est hyper important de se dire, oui, c'est exigeant. Donc lui, par exemple, il a un niveau d'exigence sur la qualité de la tomate qu'il met dans l'assiette de ses collaborateurs, mais ça reste une tomate. Mais ça commence souvent par des choses simples. Enfin, tu vois, moi, c'était un peu la phrase que tu avais retenue de notre épisode ensemble, mais tout commence par un bonjour. Ça paraît naïf, ça paraît un peu cucu quand c'est dit comme ça. Mais en fait, oui, ça commence par un bonjour, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça commence par dire bonjour à quelqu'un, le regarder dans les yeux. Ça commence par des notions de respect, de oui, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'assiette de nos aînés, en fait, qui sont dépendants. C'est juste une question de respect, de pas leur faire manger n'importe quoi. Et donc, ça commence souvent par des choses simples. Et je voulais ajouter à ce que tu disais, comme ça demande beaucoup d'exigence, beaucoup de travail, de tenir bon, de persévérance. Faut aussi beaucoup d'indulgence envers soi-même, parce que c'est dur, et qu'en plus on se fixe des missions qui sont on va sauver le monde, quoi. Chacun dans notre couloir de nage et notre spécificité et notre domaine. Mais quand on dit de sauver le monde, en fait, on en est très très loin. Et donc quand tu te fixes ça comme objectif, tu l'atteins jamais. Donc en fait, t'es constamment dans la déception. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on arrive à accepter le temps long, d'accepter les petits pas. Et les petits pas, c'est des objectifs qu'on se fixe à plus court terme, et de regarder vraiment, de se dire en fait là, par rapport à la mission qu'on s'est fixée, là, le projet qu'on a mené ou telle action qu'on a mis en place, en fait ça y répond, et ça c'est une victoire. Et ça, du coup, c'est de prendre le temps de le célébrer. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'étais très mauvaise, parce que je suis une fonceuse, j'ai 10 milliards de projets, et donc en fait quand je termine un projet, je ne prends pas le temps de le célébrer, je suis déjà dans le projet d'après, et donc ça s'enchaîne. Et je ne célèbre pas, mais du coup, ça a été un vrai problème en interne, parce que du coup, je ne célébrais pas non plus avec les équipes. Parce qu'en fait, moi, ce qui me guide, c'est l'action. C'est on va faire. Mais sauf qu'en fait, pour faire, faut embarquer les gens. Et du coup, il y avait cette notion de célébration, d'accepter, et du coup, de célébrer des petits pas. Parce que c'est ça qui, à un moment, vous redonne l'énergie et le peps pour quand vous dites, là, je suis quand même bien crevée. Est-ce qu'on va y arriver un jour là, vous repartez plein d'énergie. Ça regonfle, quoi. C'est quoi les petits pas avec la coloc, par exemple ? Tes petits pas à toi ? Mes petits pas à moi, ça va être quand j'ai des membres qui viennent travailler dans les espaces et qui me disent que ils sont venus ici en connaissant personne et qu'ils ont trouvé des projets pour créer des synergies. Quand quelqu'un me dit que l'environnement du lieu dans lequel il est venu à la base juste travailler en coworking lui a donné des compétences et le courage d'oser à monter sa boîte. Qu'ils ont rencontré des amis, qu'on a des restaurants autour de nous avec qui on travaille qui nous disent qu'on leur apporte du chiffre d'affaires et qu'on leur permet de développer une nouvelle offre parce que du coup, avec les séminaires qu'on a générés, en fait, on les a amenés sur un autre sujet. Que d'avoir des entreprises qu'on a pu accompagner, tu vois, dans le réaménagement de leurs espaces ou leur manière de travailler, qui nous disent, du coup, là, maintenant, on travaille beaucoup plus en mode coopération, on a revu les espaces, on a pris en compte le bien-être des collaborateurs, alors qu'avant, c'est quelque chose qu'on prenait pas en compte. Ça, c'est des victoires de dingue. Et donc ça, c'est des choses où voilà, c'est plein de petites victoires, c'est plein de
Mais parfois, c'est juste quelqu'un dans le lieu qui me dit je suis venue et j'ai rencontré quelqu'un que j'aurais jamais rencontré si je suis pas venue ici. Donc, c'est plein de petites victoires, c'est plein de petits bonheurs, en fait, qui nous disent, en fait, on fait peut-être bien notre travail. Et du coup, c'est de le partager avec l'équipe. Donc, on a mis, nous aussi, des choses en place pour pouvoir... voilà, moi, c'est l'équipe qui m'apprend à plus le partager. Ça résonne vachement ce que tu dis, parce que bien sûr, moi, j'ai aussi ce sujet-là, même si je suis solo. Derrière Chef, j'ai encore plus peut-être ce sujet-là d'être solo et parfois de se dire, ok, mais à quoi ça sert là d'être dans mon salon en train d'enregistrer un épisode de podcast. Il y a un épisode, un ancien épisode de Chef sur le sujet du handicap qui m'avait marqué, où il y a une auditrice qui m'avait écrit en me disant, suite à cet épisode sur le handicap, j'ai décidé de demander ma RQTH, donc ma reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Je dis, ok, en fait, tout ça, si juste ça a pu générer ce déclic chez elle, j'ai gagné en fait. J'ai tout gagné parce que derrière, elle va être mieux dans son travail, elle a aussi plus pris en compte sa santé, elle s'est rendue compte de son handicap, etc. Enfin, il y avait plein de choses. Et donc, prendre conscience de l'impact qu'on a sans forcément se dire l'impact, et c'est aussi un sujet qui est un enseignement sur cette saison de l'impact. L'impact, c'est pas monter la licorne et se dire que on change le monde à méga grande échelle. Ça peut. Mais en fait, la question, t'en parlais tout à l'heure, c'est l'introspection. C'est en fait qu'est-ce qui est OK avec moi. Ouais. Moi, je sais que j'ai pas, je fais pas ça pour monter une licorne. Moi, j'ai un ancrage territorial qui est très fort et moi, j'ai pas forcément envie de monter une multinationale. Moi, j'ai envie qu'il se passe des choses concrètes dans la vie des gens au quotidien. Alors, ça peut prendre la forme d'une licorne ou pas, en fait. Aujourd'hui, c'est pas en phase avec ma vie. J'en ai pas envie parce que c'est dans mon équilibre perso. Ce que tu dis sur le fait que tu sois solopreneur. C'est une question aussi que je me suis posée parce que moi je suis pas j'étais pas chef d'entreprise je me suis retrouvée avec une équipe de 15 personnes parce que le projet a évolué, mais du coup j'ai appris sur le tas à manager, j'ai appris la RH, on en a d'ailleurs évoqué, on parlait ensemble souvent, mais et souvent je me suis posé la question, je me suis dit mais en fait est-ce que je suis faite pour travailler pour manager une équipe, travailler avec des gens, oui, mais manager une équipe. Et en fait pour moi la question, je sais que je l'ai résolue en me disant ce qui est plus important pour moi, c'est que notre impact soit encore plus fort. Et en fait, que les idées et les projets qu'on a, on puisse tous les mettre en œuvre. Et moi, toute seule, j'y arriverai jamais. Et en fait, l'impact qu'on a, les petites victoires qu'on a et les bonheurs qu'on a en équipe, en fait, ça vaut effectivement tout ce qu'on peut avoir sur les contraintes liées à la gestion d'une équipe. Toute seule, j'aurais jamais fait, mais jamais, 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 le quart, même la moitié, même un dixième de tout ce qu'on a fait. Et surtout, c'est ce qui me donne l'énergie de me lever le matin. Ouais. C'est hyper important, je trouve, ce que tu dis, parce que je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise, notamment de TPE, PME, engagés, qui ont vraiment une mission, qui sont parfois entreprises à mission, etc. Et pour qui les sujets RH sont des sujets qui les freinent ou qui les épuisent. Et je comprends, parce que c'est dur. Parce que les relations humaines, les contraintes légales, sociales, l'exigence qu'on a en plus vis-à-vis des employeurs, et depuis le Covid, je trouve, c'est vachement accentué. Donc je comprends vraiment cette difficulté-là. Et comme tu dis, quand on a une mission et qu'on se dit, ok, c'est seul, je peux pas la faire, tu peux choisir le format d'embaucher, comme tu as fait, monter une entreprise avec 10, 15, 20 personnes et de la faire grossir. Mais quand c'est trop dur, il y en a aussi qui décident de réduire la voilure pour se reconcentrer sur peut-être juste leur mission principale, leur mission cœur, ou de créer d'autres formes d'entreprise. Et Pauline Tréquesser, que j'ai interviewée dans la saison 3 aussi, eux, ils ont créé un collectif, Cosme. Ce sont que des solopreneurs, et en même temps, pour aller chercher un certain impact à plusieurs, ils ont créé une nouvelle forme d'entreprise où ils se libèrent un peu des contraintes et des liens. Ça me parle, parce que l'origine de la coloc, c'était ça. C'était un collectif d'indépendants. L'origine, avant qu'on ait les lieux. Bien évidemment que c'est dur, et après, il faut inventer la forme qu'on veut. Et en fait, vraiment, tu vois, de ce qu'on dit là, c'est vraiment aussi d'être indulgent envers soi-même et de prendre le temps aussi, des temps de recul pour se poser les bonnes questions, parce qu'il faut pas s'user, parce qu'il faut pas se cramer. On voit beaucoup de dirigeants un peu fatigués, beaucoup de managers qui veulent plus trop manager, des collaborateurs qui sont désengagés.
Justement, c'est dans ces moments-là où il faut se poser les bonnes questions et pouvoir aussi faire le point sur qu'est-ce qu'on a fait, comment on l'a fait. En fait, aujourd'hui, les règles du jeu, elles changent. Nous, on a eu le cas. Les règles du jeu, elles ont changé dans l'équipe, dans le sens où moi, j'étais très fatiguée. Il y avait aussi des choses où il y avait des projets sur lesquels on voulait avoir plus d'impact. Comment est-ce qu'on s'est réorganisé en interne pour justement, on a pris le temps de poser les choses pour redéfinir comment on allait travailler ensemble. Enfin, le monde, il change très vite. Et c'est pas parce qu'on avait un modèle d'organisation il y a 3 ans qu'on va le garder demain. Et donc, il faut aussi être assez, je dirais, indulgent et gentil envers soi-même. Parce qu'on l'oublie parfois quand même. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres sujets dont on n'a pas parlé, ou des questions, ou des remarques que tu as sur un peu les enseignements que je tire de cette saison? Alors moi, j'ai un sujet. Je ne l'ai pas abordé. C'est un sujet qui me turlupine en ce moment et auquel je pense beaucoup. Parce qu'on voit en ce moment une crise économique dans beaucoup de structures. Et toutes les questions autour de l'impact, ça coûte cher pour les entreprises, mine de rien. Donc aujourd'hui, on voit bien que du coup, les crises financières ont un impact direct. Enfin, Mozarda a pris régulièrement la parole justement là-dessus, sur tout ce qui est au niveau de la seconde main et des habitudes de consommation. On voit que du coup, quand ça se tend financièrement partout pour tout le monde, on voit que tous ces projets engagés, et l'impact positif, rapidement, on le met de côté parce que ça demande plus de moyens, ça coûte cher, ça demande plus d'énergie. Et donc, on se concentre rapidement à ce qui va ramener du cash, baisser les dépenses et ramener du cash. Donc, effectivement, j'ai une question autour de... Est-ce que tous ces modèles-là, ils fonctionnent que quand on a de l'argent ? J'ai 2 premiers éléments de réponse avec 2 invités différents. Le premier, c'est Antoine Denoy, qui a créé la AXA Climate et qui accompagne les entreprises sur plein d'aspects différents de l'assurance et aussi de la pédagogie et de la formation à l'entreprise régénérative. Ce que je retiens de notre échange, c'est que l'impact positif, quand on garde les mêmes KPI, les mêmes indicateurs qu'aujourd'hui, la rentabilité, la croissance, la marge, etc., et qu'on ne s'autorise pas à faire différemment, effectivement, c'est un poste de coût. Et donc, on l'exclut. Mais quand tu prends le sujet de toute façon, avec mon entreprise, j'ai envie d'avoir un impact positif. Et c'est non négociable. C'est comme, j'ai envie d'avoir un impact positif et il faut que je fasse de l'argent parce que sinon, je ne peux pas payer mes salaires. Donc, c'est un deuxième truc non négociable. En fait, tu t'amènes une contrainte qui te permet de penser de nouveaux modèles, penser de nouvelles manières de faire. Et ça me fait penser à un exemple dont on a parlé avec Antoine, il y a l'entreprise Mustela, enfin la marque Mustela. Oui. Eux, ils se sont posé cette question de on doit produire des produits pour les enfants, hygiène et soins pour les enfants. Mais la question de l'impact positif, elle doit être au cœur de notre mission et de notre mode de fonctionnement. Mais ça va coûter plus cher ou ça va nous demander de faire des choses différentes. Donc, comment on fait ? Ils ont abandonné des lignes de produits. Oui. Ils ont changé leur sourcing, etc. Et en fait, dans la durée, ils se sont rendus compte qu'ils étaient plus résilients. Ils se sont rendus compte que abandonner des lignes de produits, ça leur dégageait des marges de manœuvre marketing pour en mettre ailleurs sur d'autres lignes et donc finalement cibler et prioriser leurs actions et quand même avoir plus de rentabilité. Ils ont réduit certains coûts de logistique, etc. Donc voilà, mais ils ont juste pensé différemment. Oui. Mais ce mode de pensée différent, enfin tu vois, de changer son état d'esprit, en fait ça demande une énergie de fou. Ça demande une mobilisation des équipes, une conduite du changement. Du coup, enfin, si t'es pas natif voilà, et même si t'es impact natif, le changement il est toujours compliqué dans une organisation. En fait, comment t'arrives à toujours garder, et ça on reboucle sur le sujet de l'entrée, c'est comment est-ce qu'en fait tu lâches pas. Comment est-ce qu'en fait tu lâches pas, parce que tu vois, quand t'es dans cette impasse de se dire là, faut qu'on revoie notre mode de fonctionnement, faut qu'on revoie nos lignes de coûts, faut qu'on abandonne des choses, faut qu'on change nos manières de faire. Faut avoir l'énergie déjà de le dire, de pouvoir le poser le projet, et puis après de le dérouler. Ouais. Et donc là, t'as intérêt d'être sacrément aligné. Et donc c'est là en fait où moi je me dis que quelqu'un qui était un peu bancal. Il peut vite retomber dans ses vieux travers, en fait, et que du coup, c'est extrêmement dangereux. En tout cas, pour revenir à des modèles d'entreprise très,
très, très basiques. On l'a vu récemment, tu vois, sur toutes les questions les vastes débats sur le télétravail, sur revenez tous au bureau, etc. Donc après, on fait partie d'un système. Complètement. Donc, il faut accepter que ce système, il n'est pas parfait. On est quand même de plus en plus nombreux à vouloir œuvrer pour que ce système, il tourne un peu plus rond. C'est vrai. Donc moi, c'est ce qui me donne de l'espoir et c'est ce qui me rend optimiste. Et il y a une clé que j'ai aussi retenue de tous mes échanges, c'est quand on doute, quand on vacille, quand on a envie d'aller vers la facilité, revenir à l'essentiel. Et une manière de revenir à l'essentiel, c'est quand même de s'extraire et souvent de revenir à la nature. Et c'est un épisode que j'ai fait avec Henri Bourgeois-Costa, qui est le responsable des relations publiques de la Fondation Tara Océan, qui lui a 1000 raisons chaque jour de baisser les bras. Parce que lui, il parle aux politiques, il parle aux puissants de la préservation des océans. Donc autant te dire que des gens qui n'ont rien à faire de la protection des océans, il en côtoie tous les jours et qui ont des business qui polluent les océans, c'est les personnes qui l'accompagnent. Il peut vraiment se dire mais on n'y arrivera jamais. Et lui, quand il baisse les bras, quand il a besoin de ressourcement, quand il a besoin aussi de convaincre des personnes qu'il y a quelque chose à faire, sa clé, c'est la nature. C'est dire, ok, je me reconnecte à ce qui est de plus précieux, à ce qui est de plus simple aussi, de plus évident. Et je vais, donc chacun a son lieu dans la nature. Ça peut être la forêt, ça peut être le bord de mer, ça peut être, peu importe, un lac ou autre. Et on se dit, en fait, c'est ça qui est important. Et donc, non seulement physiologiquement, ça nous redonne de l'espace mental, ça nous redonne de la force. Et ensuite, ça nous inspire et ça nous donne des clés pour aller trouver des nouvelles solutions. Complètement, ça libère en fait de l'espace dans ta tête. Tu regagnes de l'espace, tu te poses les bonnes questions et donc tu reviens rechargé. Et chacun ses techniques. Moi, je sais que perso, c'est plutôt les îles bretonnes. Tu vois ? On est deux. Ouais, loin du brouhaha. Pourtant, en Bretagne, on n'a pas de brouhaha comme dans les grandes villes. Mais pour autant, il y a un calme et un apaisement. T'as pas le bruit et tu écoutes ce qu'il y a au fond de ta tête. Mais est-ce que tu sais déjà souvent ? Mais au moins, il n'y a plus le bruit assourdissant qui l'étouffe et tu entends vraiment ce que tu veux. Mais tu vois, le point commun entre toutes les personnes dont tu parles, c'est que c'est pas un job, en fait. C'est une mission de vie. C'est très rattaché à chacun pour des raisons perso, mais c'est en eux. Et donc, en fait, avant d'éteindre cette flamme, il faut quand même y aller. Et en fait, les projets, c'est juste des moyens. Enfin, moi, personnellement, je pense que demain, je n'aurai plus la coloc. Je continuerai d'être dans un métier sur le lien humain, sur très naïvement agir pour que les gens soient plus heureux, d'une manière ou d'une autre. C'est que là, actuellement, c'est le projet sur lequel je suis, c'est le projet qui m'anime, mais ça reste un moyen. Mais demain, ça pourra être un autre moyen. Mais par contre, cette flamme-là, elle s'éteindra pas, parce qu'en fait, on a chacun des sujets qui nous animent, et on voit bien les gens qui sont très engagés sur des sujets peuvent avoir des coups de mou, ils peuvent être fatigués, mais même s'ils arrêtent un projet ou qu'un projet se termine pour une raison X ou Y, ils remontent quelque chose d'autre. Il y en a, ça va être la flamme de l'entrepreneuriat, et ils vont monter 15 boîtes sur des sujets différents. Il y en a d'autres, ça va être sur l'alimentation, ça va prendre plein de formes différentes, d'autres sur la consommation, sur les océans. Chacun son... Mais voilà, je pense que effectivement, tu te ressources, mais comme c'est pas des jobs, en fait, tu peux abandonner ou tu peux arrêter un projet, mais t'arrêtes pas ta mission de vie. Et si t'as pas encore trouvé ta mission de vie, c'est intéressant d'aller la chercher. En fait, tu comprends plein de choses. On rigolait tout à l'heure quand on en parlait en préparant l'épisode, mais souvent, t'es un peu la dernière personne à le voir. Ouais. Ton entourage, c'est assez évident pour eux parce qu'ils te connaissent, ils le voient. Il y a un moment où c'est quand même intéressant de savoir, de faire le lien entre tout ce qu'on peut faire en perso ou en pro. Il y a pas mal de méthodes pour le faire et pour se faire accompagner là-dessus, pour se poser les bonnes questions. Et en fait, ça permet quand même d'être en phase avec ce que tu fais. Peu importe son métier, ça peut être dans des métiers manuels, ça peut être dans des métiers... Enfin voilà, c'est vraiment tout secteur d'activité confondu. Mais de se poser la question de pourquoi on fait ce qu'on fait et de le comprendre, ça libère quand même pas mal de choses.
Et ça permet de se guider et de se reposer régulièrement les questions, de savoir si on est aligné, si en fait on est à l'aise dans ce qu'on fait ou pas. Et comme tu disais tout à l'heure, d'avoir le courage de prendre les décisions dans sa vie, de là, faut que je prenne un virage, là, faut que j'intensifie, là, j'arrête, là, je continue, là, je change de ville, je déménage, je change de boîte, ou je lance mon entreprise. Ce que tu dis, ça me fait écho à toujours Loïc Renard, là, le patron des aubergistes lyonnais. Une des choses aussi qui m'a marquée dans cet épisode, c'est la place des femmes de chambre dans son entreprise. Où c'est un métier qui, dans notre société, où ce sont les gens qui sont très diplômés, qui sont dans les bureaux, qui sont très valorisés, qui gagnent beaucoup d'argent. Les femmes de chambre, on peut dire que c'est pas un métier très valorisé. Et lui, il s'est dit, mais moi, je suis un hôtelier. Moi, la valeur de mon entreprise, c'est la qualité des chambres, en fait. Quand les gens arrivent, que les chambres soient belles, que les lits soient bien faits, que ça soit propre, qu'il y ait les petites attentions, tu sais, les petits... le chocolat sous l'oreiller, etc. Et sauf que ça, ce sont les femmes de chambre qui le font. Il dit, quand beaucoup de groupes d'hôtellerie ont décidé d'externaliser cette fonction, lui dit, mais moi, c'est la fonction cœur de mon métier, c'est la fonction cœur de la raison de mon entreprise. C'est ce qui est important, donc c'est ce sur quoi je ne lâcherai jamais rien. Ni en termes de moyens, ni en termes de salaire, ni en termes de recrutement, ni en termes de valorisation. Ça m'a aussi beaucoup marqué encore une fois, dans la congruence et dans les fils que tu tires de l'impact que tu as envie d'avoir et du sens que tu donnes à ton action. Moi, il y a un truc quand même, dans tout ce qu'on dit, il y a 2 idées qui ressortent fortes, c'est le côté ténacité. Ouais. Tu vois, dans tout ce qu'on vient de se dire, ça ressort quand même, quoi. Soit c'est une mission de vie, soit c'est persévérant, soit c'est de l'exigence, mais quand même, il y a un côté, faut pas lâcher. Ouais. Il y a, ça ressort quand même, et je pense que c'est un point commun entre pas mal de personnes, en tout cas, ou de chefs à impact, comme tu les appelles. Et puis que l'impact, ça peut être un tout petit rien. Il faut pas se dire c'est pas parce que j'ai pas monté l'entreprise que j'ai pas d'impact. Non, tu peux être même pas forcément manager, même salarié en fait. Le moment où tu peux avoir un impact dans des petites actions et voir quelle est ta marge de manœuvre en fait autour de toi, que tu sois dirigeant ou salarié ou peu importe en fait ce que tu fais dans la vie. En fait, c'est de se poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire à mon échelle qui compte pour moi pour avoir un impact positif sur le monde et les gens et l'environnement autour de moi. Et donc, et ça peut être vraiment, je le redis encore une fois, mais commencer par dire bonjour aux gens, qu'est-ce que je fais manger aux gens, comment je m'adresse à eux, et essayer de se poser ces questions-là, à peu importe à quelle échelle, en fait, il n'y a pas de... Enfin, tout compte. Ouais, voilà, tout compte. C'est ça Exactement. Que je voulais dire. Si les gens qui ont écouté Chef retiennent ça, j'aurais tout gagné et on aura tout gagné parce que c'était vraiment mon intention, en tout cas dans la création de cette saison et de cet épisode. Et juste une dernière chose pour conclure, c'est que parce que souvent on dit, et on l'a redit là parce que c'est vrai, c'est une réalité et on vit pas dans un monde de bisounours, c'est dur, l'exigence, etc. Mais c'est aussi génial. Enfin, c'est des aventures humaines de dingue. Il y a des moments durs, mais enfin, comme dans la vie de tout le monde. Mais t'apprends aussi énormément. Et puis, de se sentir, utile et de contribuer à quelque chose et de le faire en collectif. C'est quand même des bonheurs aussi immenses et des fiertés collectives. Enfin, c'est aussi des très belles aventures, quoi. Ouais, de ouf. C'est surtout des belles aventures. Et encore une fois, le but de tout ça, c'est quand même d'être plus dans le vivant, d'être plus avec les gens et donc tout ce qui peut y contribuer, c'est super. Merci beaucoup Sabrina. Pas de rien, merci à toi Sophie. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Chef. J'espère qu'il vous a été utile pour mieux vivre votre rôle de chef si épanouissant mais aussi si complexe. Merci pour votre soutien et pensez à vous abonner à la chaîne du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça vous permettra d'être informé à chaque fois qu'un nouvel épisode est diffusé. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter que j'envoie un vendredi par mois. Et si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a le répondeur de Chef sur lequel vous pouvez laisser des messages vocaux. Et j'y réponds soit directement par email, soit par l'intermédiaire d'un épisode de podcast quand votre thème concerne plus de monde que vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.